Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cet amphithéâtre Rohan de l'École du Louvre. Je suis la directrice Claire Barbillon. Je vais vous faire une présentation relativement succincte de l'École du Louvre et de sa singularité pédagogique. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'en savoir plus sur ce qui fait de notre école une école un peu différente et en même temps sur les enjeux des études et des débouchés professionnels qui y conduisent. Alors, il s'agit d'une école qui est ancienne, qui a je veux dire une histoire qui remonte à 1882, date à laquelle, sous la Troisième République, les responsables, des musées de ce pays ont estimé qu'il était important de, professionnaliser les personnes qui allaient se charger de prendre soin des collections. Pour comprendre cela, il faut remonter un peu en arrière et se rappeler qu'à cause de la Révolution française, une quantité d'objets et d'œuvres d'art sont entrés assez brutalement, finalement, dans les collections nationales. Les collections royales sont devenues des collections nationales au terme du processus de la Révolution. Il y a eu également une quantité de biens des émigrés qui quittaient, les aristocrates qui quittaient la France au moment de la Révolution, qui sont devenus brutalement des biens nationaux. Et finalement, tout cela a conduit notre pays à une situation assez originale qui consistait à avoir des musées publics un peu plus tôt que les autres musées d'Europe. Et qui dit musée public dit besoin, évidemment, de professionnels pour s'en occuper. Et à l'époque, il y avait 2 types de professions dans les musées, les conservateurs et les surveillants. Il y a toujours d'ailleurs, et c'est tout à fait fondamental, des conservateurs et des surveillants. Mais il y a aujourd'hui une quantité de métiers intermédiaires, supplémentaires, différents, parce que, comme vous le savez, eh bien, dans les musées, il est très important d'apporter au public ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire de la compréhension, de l'émerveillement, du plaisir de la visite et également des éléments qui font que le musée devient le ferment d'un dialogue, d'une identité, de quelque chose qui rassemble les gens. C'est la raison pour laquelle il y a des métiers maintenant qui ont émergé et qui sont très importants en ce début de 21e siècle, qui sont les métiers de la médiation. Il y a des métiers qui permettent d'apporter aux visiteurs et aux visiteurs souvent éloignés les outils dont il a besoin pour cette compréhension et ce plaisir de la visite. Alors, l'école du Louvre a été conçue à l'origine pour préparer des jeunes gens qui le souhaiteraient à ces métiers des musées. D'abord au métier de conservateur, puis petit à petit à tous ces autres métiers dont je vais vous parler dans un instant. Et c'est une école qui a ceci de particulier que d'être implantée au cœur du Palais du Louvre. C'est pour ça qu'elle s'appelle École du Louvre, même si nous sommes tout à fait indépendants administrativement et sur le plan, si vous voulez, de l'organisation structurelle, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur indépendant du musée du Louvre. Mais nous partageons, si j'ose dire, le même palais. Et ça, évidemment, c'est un grand avantage. Alors, qu'est-ce que notre pédagogie a de différent? D'abord, il faut dire ce qu'il y a de semblable entre l'École du Louvre et une université, entre l'enseignement dispensé à l'École du Louvre et, par exemple, celui qui est dispensé dans les départements d'histoire de l'art et d'archéologie des universités. Parce que, bien entendu, il y a des ressemblances. La première ressemblance, c'est que, comme dans les universités, nous sommes un établissement public avec des droits d'inscription qui sont les mêmes qu'à l'université. La deuxième ressemblance, c'est que nous préparons au même diplôme. Au bout de 3 ans, un diplôme de premier cycle qui vaut grade de licence, puis au bout de 2 ans, un diplôme de deuxième cycle qui vaut grade de master, puis une année prédoctorale et des années doctorales qui conduisent à un diplôme de troisième cycle. En plus de cela, nous proposons 2 classes préparatoires, l'une au concours de l'Institut national du patrimoine, qui est l'école d'application qui forme les fonctionnaires
d'État ou territoriaux conservateurs, et l'autre aux écoles de restaurateurs du patrimoine. J'y reviendrai tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, vous voyez, nous avons un cursus qui est exactement le même que le cursus universitaire en Europe. Toutefois, nous proposons un certain nombre de particularités pédagogiques. D'abord, nous mettons l'objet au centre de l'histoire de l'art que nous enseignons. Quand je dis l'objet au centre, ça veut dire que, habituellement, un enseignement se fait dans une salle comme celle-ci, un amphithéâtre, c'est notre plus grand amphithéâtre, ou bien dans d'autres salles que vous verrez dans l'aile de Flore, devant un écran, avec des images. Nous estimons qu'il est absolument nécessaire de se confronter aux véritables œuvres d'art. Ce qui fait que la moitié du temps de cours d'un étudiant de l'école du Louvre se passe dans les musées. C'est très simple. En premier cycle, il y a une vingtaine d'heures de cours hebdomadaires, une dizaine en salle de cours traditionnelle et une dizaine par petits groupes de 15 élèves dans les musées. Nous bénéficions évidemment de la proximité extrême du musée du Louvre, mais nous emmenons nos élèves par ces petits groupes de 15 en travaux dirigés devant les œuvres. Nous appelons ça des TDO, travaux dirigés devant les œuvres. Nous les emmenons dans tous les musées de Paris et de la région parisienne. Ça, c'est une de nos premières singularités. C'est une chance, évidemment, pour les étudiants de l'école du Louvre que de pouvoir se confronter de cette façon-là aux objets dans leur réalité, la réalité de leur dimension, la réalité de leur matière, la réalité de leur technique. D'autre part, une autre singularité, c'est l'organisation de nos études. En effet, nous proposons des études pour le premier cycle organisées en deux grands blocs. Il y a d'abord un socle de connaissances en histoire universelle de l'art qui aborde toutes les productions culturelles de toutes les civilisations. Naturellement, ça ne peut être qu'une initiation. Mais ce cours, qui s'appelle l'Histoire générale de l'art, se déroule sur 3 ans. Il commence à la préhistoire, il s'achève à l'art contemporain et il essaie de ne faire aucune impasse sur les zones de production artistique de cette planète. Autrement dit, vous le verrez dans le détail tout à l'heure, mais nous abordons les œuvres produites par toutes les civilisations, même si c'est une vaste introduction. Et ça, c'est très différent de ce qui est proposé ailleurs, parce que finalement, c'est un enseignement qui donne des repères très sûrs sur l'ensemble des arts, c'est des arts visuels, et ça donne une culture de base qui est très importante. Parallèlement à cet enseignement de tronc commun, nous proposons dès la première année à nos élèves, on dit élèves parce qu'on est une école, hein, mais je pourrais dire étudiants, c'est la même chose, nous proposons donc le choix d'un enseignement d'approfondissement. Et vous allez le voir tout à l'heure, je vais y revenir, nous appelons ça l'enseignement de spécialité. Et cet enseignement d'approfondissement, nos élèves vont le garder le même pendant 3 ans. 1 ou 2, les plus courageux en choisissent 2. Mais c'est assez, comme son nom l'indique, approfondi, et donc on peut là toucher à des méthodes et même approcher la recherche, alors qu'on ne pourrait pas le faire naturellement dans l'enseignement plus généraliste. Troisième caractéristique de l'école, son corps enseignant. L'école n'a pas d'enseignants professionnels en son sein. Les personnes qui enseignent à l'école du Louvre sont des professionnels du patrimoine ou des mondes de l'art de manière générale. Ils peuvent aussi être des enseignants-chercheurs de l'université, mais la majorité de nos enseignants sont des gens qui travaillent, qui ont un travail dans le domaine des musées et du patrimoine et qui donc font part de leur expérience professionnelle. En même temps qu'ils enseignent, ils sont en prise avec la réalité du monde professionnel. Alors, comme vous le savez, nous sommes situés dans cette aile du Louvre qu'on appelle l'aile de Flore. Et puis ici, actuellement, nous sommes de l'autre côté, dans le grand amphithéâtre Rohan, 600 places, qui se trouve en accès par la rue de Rivoli. Mais le site principal de l'école du Louvre
se situe donc à l'extrême ouest du bâtiment de l'aile de Flore. Et on entre donc dans le bâtiment principal, si vous ne l'avez pas encore fait, par la porte Jaujard, du nom d'un des grands directeurs de l'école et du Louvre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voici notre bibliothèque que vous avez vu apparaître brièvement, et puis voici cet amphithéâtre dans lequel vous êtes actuellement, et avec un tableau du peintre Poussin. Et puis cette image-ci évoque la présence de l'art contemporain au sein du musée par une œuvre de François Morellet, qui est un artiste de la fin du XXe siècle et qui orne donc notre grand hall d'entrée. Voici quelques images pour évoquer 2 lieux importants de la vie des étudiants à l'école du Louvre. D'abord la cafétéria en haut à droite, qui n'est pas immense, hein, parce que le fait que nous soyons dans le palais du Louvre implique quelques contraintes. On n'a pas des lieux de vie, je dirais, universitaires très grands, mais ils sont de très belle qualité, en revanche. Et puis nous avons cette bibliothèque qui se situe au sous-sol du grand hall d'entrée du bâtiment de Flore, et qui est une bibliothèque extrêmement agréable, dans laquelle les élèves peuvent passer un moment entre 2 cours ou au contraire une demi-journée complète. Nous avons cherché, en rénovant la bibliothèque il y a quelques années, à montrer à nos élèves à quel point la fréquentation du livre était fondamentale dans l'apprentissage de l'histoire de l'art. Parce que les jeunes qui viennent à l'école du Louvre s'attendent, et c'est bien normal, à être dans des salles de cours et dans les musées. Mais parfois, ils oublient que c'est une triangulation et que pour compléter leurs cours, pour les assimiler, pour réviser, il est essentiel de fréquenter les livres. Et je dis les vrais livres, pas seulement les ressources numériques qui sont fort utiles et qu'ils savent en général consulter parce que nous avons affaire à une génération qui est née avec le numérique, mais j'insiste sur le fait que l'usage du livre dans une bibliothèque où tous les livres sont en accès libre, donne véritablement des bases méthodologiques solides et un ancrage intellectuel irremplaçable. Nous avons fait en sorte que la bibliothèque soit agréable, qu'on puisse y travailler parfois par groupe, évidemment souvent de façon solitaire, et aussi, vous voyez, y consulter des revues sur des canapés dans des endroits qui sont des endroits de repos. Les salles de cours, eh bien, vous en avez une ici, mais il y en a d'autres dans le bâtiment de Flore, des amphithéâtres de dimensions variées, dans lesquels un enseignement est professé devant des PowerPoint qui sont donc projetés. Et je dois dire que depuis la pandémie, nous avons également un campus numérique, c'est-à-dire que chaque élève a accès à des ressources numériques que nous fabriquons nous-mêmes. Et la première des ressources numériques, c'est de donner les PowerPoint des professeurs pour aider aux révisions des élèves. Je vous parlais de ces cours qui ont lieu dans les salles des musées et j'insiste avec ces 3 images sur l'importance que nous accordons à la technique de fabrication des objets. Un objet d'art n'est pas tombé du ciel, il a été fabriqué avec des matériaux, avec des artistes qui ont fait l'usage de leurs mains. Nous considérons comme très important d'insister sur la connaissance des techniques artistiques. Nous ne donnons pas de cours pratiques, c'est-à-dire que à l'école du Louvre, il n'y a pas d'enseignement de la pratique artistique. C'est vrai que si vous aviez envie de devenir de jeunes artistes, il faut traverser la Seine et aller à l'école des beaux-arts. Nous ne sommes pas une école des beaux-arts, hein, mais nous sommes une école qui tend à donner des outils intellectuels pour permettre d'accéder à tous les musées de la valorisation, tous les musées qui permettront de mieux connaître, de la connaissance de l'objet. Or, la connaissance de l'œuvre d'art, dans notre perspective, il peut y en avoir d'autres, mais dans notre perspective, la connaissance de l'œuvre d'art passe par la connaissance de ses composants matériels, d'où des cours de technique artistique. Et c'est ce que vous voyez à droite, il y a un élève de l'école du Louvre, plutôt du master, qui visite des ateliers et qui travaille avec des techniciens, qui essaient de comprendre en tout cas. À gauche, vous avez une élève qui se livre à une expérience de médiation. Nous offrons à nos élèves des possibilités
très tôt, dès la deuxième année d'études, d'expérience, de médiation, pour les Journées du patrimoine, pour le Festival d'histoire de l'art, pour différentes manifestations qui se passent dans les musées qui sont nos partenaires. Et puis au milieu, eh bien, il y a justement des élèves qui suivent un TDO, travail dirigé devant les œuvres, et qui prennent des notes, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne reviens pas trop sur l'antériorité. Cette diapositive vous montre l'ancienne école du Louvre. Avant que nous soyons dans nos beaux locaux de l'aile de Flore, l'école a toujours été au Louvre, mais elle était dans une autre partie du musée avant les années 1997 et c'était plus modeste hein, comme espace. En tout cas, cette diapositive me permet d'insister aussi sur un aspect, c'est que, je vous l'ai dit, nous enseignons l'histoire des arts visuels et l'archéologie, mais nous enseignons aussi la muséologie. Et ça, c'est tout à fait fondamental et ça fait aussi notre spécificité. En particulier à partir du Master 1, nous sommes un lieu dans lequel on réfléchit sur le musée, ce que les Anglais appellent les Museum Studies. C'est-à-dire qu'on va même, et assez tôt, proposer à nos élèves de comprendre qu'un musée, c'est aussi aujourd'hui, sur un plan politique et sociétal, un lieu qui porte des enjeux. Et c'est ce que les Anglais, une fois de plus, appellent le soft power, le pouvoir doux, si vous voulez, des musées. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, par exemple, lorsque deux pays comme la Grande-Bretagne et la Grèce discutent, eh bien, souvent, au cœur de leur discussion, se trouvent des objets de musée, comme les reliefs du Parthénon, qui se trouvent au British Museum et dont les Anglais demandent la restitution. Et cela pose des problèmes de dialogue politique. Et il est important de savoir, quand on se destine à travailler dans un musée, que les enjeux vont parfois dépasser les premières missions, qui sont la conservation et la valorisation des objets, et vont aussi concerner des enjeux beaucoup plus larges pour les sociétés humaines. Actuellement, vous le savez aussi, il y a des pays qui étaient des anciennes colonies des pays européens qui demandent la restitution d'objets symboliques qui, dans leur culture, sont fondamentaux et qui sont arrivés parfois légalement, parfois illégalement, dans les musées européens. Et il est très important également de réfléchir aux stratégies de restitution, stratégies raisonnables, qui permettent aussi de réfléchir aux conditions dans lesquelles les objets qui éventuellement font le voyage de retour vont être exposés et présentés à leur public. Alors, cet écran, je vais passer assez vite dessus puisqu'il revient à ce que je vous disais tout à l'heure. 3 années, un diplôme de premier cycle qui vaut grade de licence, 2 années, un diplôme de deuxième cycle qui vaut grade de master. Et il y a un diplôme intermédiaire ici, vous voyez, qui s'appelle le diplôme de muséologie, qu'on obtient à la fin de la première année de master. On a laissé ce diplôme survivre, si j'ose dire, au temps, parce que c'est aussi un diplôme que viennent chercher des élèves internationaux qui ont fait leurs études dans leur pays, mais qui, sachant que l'École du Louvre est un des rares établissements où on étudie la muséologie dans son ensemble, viennent effectuer 1 an de cours chez nous. Les masters, en Master 2, il y a des parcours qui sont différenciés, j'y reviendrai tout à l'heure, et la suite, je vous en ai parlé. Alors, ce qui vous intéresse le plus, je suppose, c'est évidemment l'enseignement de premier cycle, puisque dans la salle, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question, en tout cas, de savoir s'ils vont avoir envie de venir étudier ici. Donc, je vais détailler quelque peu l'enseignement de premier cycle. Alors, vous le voyez, ce schéma reprend un certain nombre de choses que je vous ai déjà dites. Vous voyez que le cours de tronc commun, ici, cette histoire générale de l'art, accompagné de travaux dirigés devant les œuvres, de séances liées à la méthode et de différents cours dont je vais vous parler, qui sont complémentaires, constitue le tronc commun qui se déploie pendant les 3 années, hein, de façon continue. Et puis, par ailleurs, vous avez chaque année l'obligation de choisir une spécialité, l'obligation de suivre un cours de langue et la possibilité de suivre des cours facultatifs. Je vais y revenir dans un instant. Pour aller un peu plus loin dans le détail du tronc commun,
Le découpage est proposé selon la chronologie, selon les aires culturelles ou géographiques. En première année, on commence par la préhistoire et vous voyez, on va terminer à ce qu'on appelle l'archéologie chrétienne, les premiers siècles de notre ère. On va continuer en deuxième année avec l'art du Moyen Âge, de la Renaissance, et vous voyez que pour l'Inde et pour la Chine et le Japon, il y a 2 moments. En première année, on va s'intéresser aux périodes anciennes, plutôt par le biais des grands sites archéologiques, et en deuxième année, on va s'intéresser plutôt aux périodes modernes. Bon, je vous détaille pas tout ce que vous voyez au tableau. Vous voyez qu'en troisième année, eh bien, on arrive au XVIIe siècle et que c'est à ce moment-là qu'on aborde les arts d'Afrique, les arts d'Océanie, ce qu'on appelle les arts populaires, c'est-à-dire une perspective plus anthropologique qui correspond, si vous voulez, aux collections que présente le MUSEM à Marseille, par exemple, ce qui était autrefois le musée des arts et traditions populaires de Boulogne-Billancourt. Puis, vous avez chaque année des cours de technique de création, quelques éléments d'iconographie, parce qu'on sait qu'en arrivant de l'enseignement secondaire, vous n'êtes pas toujours familier des grands corpus iconographiques qui ont irrigué l'art occidental. Je veux parler, par exemple, de l'Iliade et de l'Odyssée et des sujets de la mythologie grecque et romaine, ou des sujets bibliques, vétéraux ou néo-testamentaires, qui ont insufflé absolument toute la production de l'art occidental pendant des siècles. Donc nous préférons donner des repères pour éviter que vous soyez déroutés devant des tableaux, des sculptures dont vous ne comprenez plus le sens. Puis, nous avons également chaque année des cours d'initiation à la muséologie. Alors, on commence très tôt parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous pensons que pour une école qui se veut une école des musées de France, il est important de saisir très tôt quels sont les enjeux traversés par l'évolution des musées aujourd'hui. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Les travaux dirigés devant les œuvres sont présents en permanence et, comme je vous le disais, ils occupent la moitié de l'emploi du temps. Alors, cet écran n'est pas indispensable. Il vous met en parallèle donc ces cours en amphithéâtre et ces séances en petits groupes de 15 dans les musées. Et cet écran-là va décrire un peu davantage les enseignements de tronc commun complémentaires par rapport au grand déroulé de l'histoire de l'art général, en vous redisant ce que je vous ai déjà dit, qu'on ajoutait des cours de création, de technique, des cours d'iconographie, une initiation à la muséologie, et puis quelques séances qui vous présentent les métiers du patrimoine. Parce qu'il n'est jamais trop tôt non plus pour réfléchir à l'insertion professionnelle. Et là, je m'adresse plutôt aux parents qui sont soucieux, ce qui est bien normal, d'insertion professionnelle dès que des jeunes s'engagent dans des études de sciences humaines dont on voit moins bien les débouchés que d'autres, hein. J'ai vu souvent des parents me disant quel dommage, il veut faire de l'histoire de l'art et pas des études de pharmacie ou des études d'ingénieur. Je ne pouvais pas ne pas entendre cette inquiétude de la part des parents, mais je veux les rassurer. À l'école du Louvre, je suis très attentive aux statistiques d'insertion professionnelle auxquelles nous procédons chaque année et quand les étudiants sont titulaires d'un master, ils s'insèrent à plus de 90 dans les métiers qu'ils ont choisis. C'est-à-dire, je regarde l'insertion professionnelle pas de manière générale, parce que c'est pas très satisfaisant pour nous si un étudiant d'histoire de l'art devient professeur des écoles. C'est un magnifique métier, professeur des écoles, mais c'est pas ce dont avait rêvé l'étudiant d'histoire de l'art. Donc, je vous dis que les étudiants de l'école du Louvre titulaires d'un master s'insèrent dans la première année après leur diplôme à plus de 90 dans les métiers du patrimoine et de la culture. Donc ça, c'est plutôt rassurant et vous confiez quelque chose de mon propre parcours professionnel. Quand j'étais professeur des universités, j'avoue que c'était pour moi douloureux de voir de bons élèves, car j'avais de bons étudiants de master, qui ne trouvaient pas à s'insérer professionnellement. Il y en avait 1 sur 2 qui avaient des difficultés d'insertion professionnelle et c'est un motif de satisfaction qu'ici, à l'école du Louvre, pour toutes sortes de raisons, eh bien, l'insertion professionnelle soit
une priorité et qu'elle soit globalement très réussie. Pour toutes sortes de raisons. D'abord, à cause de la réputation de l'école, qui est quand même assise depuis 140 ans, de la façon dont nous essayons aussi de procurer très tôt des stages, de procurer très tôt aussi des expériences à l'étranger. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si nous sommes une école au cœur de Paris, nous préparons à des métiers qui devront se dérouler sur l'ensemble du territoire. Les richesses patrimoniales françaises ne se limitent pas à la capitale et il est très important que nos élèves cherchent aussi à s'insérer professionnellement dans les territoires de notre pays et au-delà de notre pays, en Europe ou à l'étranger, où rayonne un certain savoir-faire de l'histoire de l'art française. Alors, la spécialité, j'en viens à elle. Alors, quand on dit on choisit un cours de spécialité, c'est vrai, je préfère dire d'approfondissement parce que il faut quand même pas croire qu'on devienne spécialiste d'un domaine en 3 ans, hein. Au bout de la licence, on n'est pas vraiment, si on a choisi par exemple l'archéologie égyptienne, on n'est pas un égyptologue confirmé au bout de 3 ans. Mais on a quand même approfondi le domaine. Et le cours de spécialité, est une façon, d'aller en profondeur, d'aller vraiment dans le détail des méthodes de telle ou telle discipline. Alors, je vais vous donner la liste, voilà. Voilà la liste des spécialités, donc parmi lesquelles nos élèves peuvent faire un choix. Alors certaines vont être plus attractives que d'autres, certaines sont plus évidentes quand on sort de terminale que d'autres, mais ce que nous invitons nos élèves à faire, c'est pendant les premiers mois, à aller regarder les cours. On ne les oblige pas à se déterminer trop tôt. Il faut qu'ils aillent regarder pendant les premières semaines ce qui leur plaît. Vous voyez par exemple que nous avons une dizaine de spécialités archéologiques, alors qui sont liées à des musées, hein, parce que derrière tout ça, vous voyez, il y a une histoire de la proximité que l'école du Louvre entretient avec les musées qui lui sont proches. Par exemple, les 2 premières spécialités, archéologie de l'Europe pré et proto-historique et archéologie de la Gaule, sont intimement liées au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, qui est un musée national très riche en témoignages de ces périodes de la préhistoire. Et éventuellement, on emmène aussi nos élèves au Zézi ou à Bibracte, enfin, dans différents musées du territoire qui sont des musées archéologiques. Après cela, à partir de l'histoire de l'art et l'archéologie de l'Égypte jusqu'au byzantin, c'est-à-dire de là à là, ce sont des spécialités qui sont liées au musée du Louvre. Et donc, ce sont les professeurs sont les conservateurs des départements correspondants au musée du Louvre. Après, vous voyez, par exemple, patrimoine et archéologie militaire, qui peut étonner, est une spécialité qui est intimement liée au musée de l'armée, qui est aux Invalides, et aux différents musées aussi qui touchent à l'armée, comme par exemple le musée de la Marine du Trocadéro ou le musée de l'air du Bourget. Bon. Et il y a des débouchés professionnels incontestables dans cette discipline. Vous avez également des spécialités qui sont liées au musée Guimet, qui sont liées au musée du Quai Branly, hein, comme vous voyez là, Océanie, Amérique, Afrique. Et voilà, je pourrais vous faire encore, bien sûr, le musée du Louvre pour beaucoup de spécialités peinture. La spécialité histoire de l'art du 19e et du début du 20e est intimement liée au musée d'Orsay, 20e et contemporain à Beaubourg, etc., etc. Donc, on a cette espèce de porosité avec les musées qui fait notre spécialité. On propose aussi, mais on propose seulement, c'est-à-dire rien n'est obligatoire dans ce domaine, des cours complémentaires. Des cours complémentaires qui sont parfois des disciplines rares. Je suis sûre que vous ne savez pas tous dans la salle ce que c'est que l'héraldique, hein, qui est la science des blasons. Et c'est une spécialité qui n'est pas enseignée partout, mais qui intéresse un certain nombre de nos élèves. Ça peut être aussi l'emblématique médiévale. Nous avons également des cours de numismatique, la science des médailles, hein, des monnaies et médailles, qui correspondent à un département de la Bibliothèque nationale. Et puis, nous avons également des épigraphies. Alors, une liste impressionnante de cours d'épigraphie qui sont choisis par peu d'étudiants, mais qui sont choisis par ceux qui, justement, s'intéressent à l'archéologie. Quand on s'intéresse à l'archéologie des mondes orientaux, il est évident qu'on va utilement
compléter ses connaissances avec l'épigraphie et la mythe sémitico-sumérienne. Mais ça concerne un petit nombre d'élèves. Et dans ces cours-là, il faut que les élèves sachent qu'ils vont rencontrer des auditeurs libres, car nous sommes également ouverts à des personnes de tous âges et de toute culture qui ont simplement envie, sans examen, sans diplôme, de suivre certains cours de l'école. Et les élèves les croisent parfois, pour certains cours, pour peu de cours, mais pour certains cours. En particulier, pour les cours que nous appelons organiques, c'est un des cours de la spécialité choisie, et pour les cours complémentaires. Et c'est vrai que c'est grâce à eux aussi que nous gardons ouverts des cours qui intéressent, c'est vrai, des personnes plutôt érudites. Je pense à l'épigraphie acadienne ou à l'épigraphie copte, qui sont vraiment le souhait de certaines personnes qui ont des intérêts très particuliers liés à ces domaines. Donc, l'école, c'est aussi un lieu intergénérationnel, et nous y tenons beaucoup, dans lequel se croisent des personnes qui sont réunies par l'amour de l'art et par l'amour de la culture. La langue vivante est obligatoire. Elle est extrêmement utile dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas faire l'économie d'une langue vivante, et en particulier de l'anglais, qui est devenu pour aujourd'hui ce qu'était le latin au Moyen Âge, c'est-à-dire une langue véhiculaire. On ne peut pas travailler dans un domaine patrimonial sans parler à des collègues étrangers, et naturellement, la langue véhiculaire, c'est l'anglais. Quelques mots pour finir, parce que j'ai déjà été un peu longue, sur le master. Le master, donc, comme son nom l'indique, c'est après la licence. Et là, notre particularité, c'est de proposer, donc, en première année de master, autrement dit en quatrième année d'études supérieures, un tronc commun de muséologie, c'est-à-dire des disciplines qui vont constituer celle qu'on appelle la muséologie. Vous voyez que c'est des disciplines diverses. Il peut y avoir un peu de droit dans l'administration et gestion du patrimoine des musées, des principes de conservation-restauration qui peuvent faire appel à certaines connaissances scientifiques, parce que, par exemple, si on veut protéger les objets contre les vrillettes, ces petites bestioles qui mangent le bois, eh bien, il faut avoir la connaissance des produits chimiques qu'on va utiliser, ou savoir ce que c'est que l'anoxie, qui consiste tout simplement à placer l'objet dans un lieu privé d'oxygène pour tuer toutes les bestioles qui pourraient détruire l'œuvre en question. Il y a un peu, je dirais, de connaissances scientifiques de chimie en particulier qu'il est utile d'acquérir à ce moment-là, mais rassurez-vous, ça ne rebute personne. Il y a d'autres enseignements, vous le voyez. On commence aussi un premier mémoire de recherche qui est pratiqué au sein de groupes de recherche. On réunit les élèves par petits groupes dans des groupes de recherche qui, en fait, sont souvent la prolongation des cours de spécialité du premier cycle. Ensuite, en master 2, c'est-à-dire en 5e année d'études supérieures, là, on demande aux élèves de se spécialiser, c'est-à-dire qu'ils font le choix d'un des 6, peut-être bientôt 7 parcours, 2 qui sont plutôt orientés sur la recherche et 4 qui sont plus professionnalisants. Peut-être vous êtes étonné par un des titres qui est moins clair que les autres, et provenance. Ça veut dire que nous avons ouvert depuis 2 ans un master qui s'intéresse à l'étude de la provenance des objets et des œuvres. Autrement dit, qui pose cette question des biens sensibles et des enjeux internationaux, par exemple de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, ou de ces questions posées par les spoliations des familles juives par les nazis entre 1933 et 1945. Vous savez qu'il y a encore des œuvres qui sont dans les collections nationales et qui n'ont pas été rendues aux familles spoliées. Et il y a des recherches encore à faire de provenance pour restituer ces œuvres. Il y a la question dont je vous parlais tout à l'heure des restitutions, en particulier en contexte postcolonial. Et puis plus largement, il y a la question, de la lutte contre le faux, contre les falsifications d'objets. Et ça demande à la fois des connaissances du type de l'expertise visuelle et du droit. Donc, c'est un parcours qui est récent, mais qui répond à des enjeux extrêmement actuels, puisque les musées et les grandes maisons de vente sont en train de recruter des chercheurs de provenance. Sinon, les autres, vous voyez ce que ça veut dire.
la régie des œuvres, vous savez, ce sont ces métiers très utiles actuellement qui consistent à organiser les transferts d'œuvres lors des expositions. Qui dit exposition dit circulation des œuvres et il est évidemment fondamental de respecter un certain nombre de règles quand on s'occupe des régies des œuvres. C'est aussi les régisseurs qui s'occupent du récolement des œuvres, c'est-à-dire de vérifier tout simplement l'état et la qualité des œuvres régulièrement qui sont conservées dans les musées et dans leurs réserves. Marché de l'art, tout le monde sait ce que cela veut dire. Et la médiation, c'est l'ensemble des métiers justement de la transmission, depuis la pédagogie jusqu'à la quête de public, de musées. Vous savez que nous souhaitons augmenter en particulier en qualité, pas toujours en quantité, mais en qualité, les prestations offertes aux visiteurs de musées. S'il y a énormément de gens qui viennent au musée du Louvre, trop parfois, il y a énormément de musées aussi sur notre territoire qui sont peu fréquentés, voire très peu fréquentés. Et il est très important pour certaines villes, pour certaines associations, de créer des stratégies pour donc valoriser les œuvres qui se trouvent dans les monuments, dans les musées et les monuments eux-mêmes d'ailleurs. Valoriser aussi le patrimoine français tout simplement, voire de transposer ses compétences à l'étranger. Alors justement, je parle de l'étranger, je voudrais signaler aux futurs élèves et à leurs familles que l'école est très soucieuse de la mobilité étudiante. C'est-à-dire que nous pensons que de plus en plus, dans un univers mondialisé, on ne devient pas un bon professionnel dans nos domaines si on n'est pas sorti un peu de l'Hexagone et si on n'est pas allé voir ce qui se passe ailleurs, quelles sont les priorités, quelles sont les stratégies qui sont mises en place en dehors de nos frontières. C'est la raison pour laquelle je souhaite que jamais un obstacle financier n'empêche un jeune de faire une mobilité internationale et nous créons des bourses de mobilité. Vous voyez, là, cette année, 147 bourses de mobilité ont été données, soit par l'école, soit par des mécènes, soit par l'Île-de-France, enfin, différentes entités. Mais en tout cas, nous faisons en sorte que la mobilité étudiante soit encouragée. Alors, il y a différentes sortes de mobilité. Il y a les échanges universitaires. Nous avons des partenariats avec un certain nombre d'universités à l'étranger parce qu'il n'existe pas d'autres écoles du Louvre à l'étranger. Donc, nos partenaires sont forcément des universités étrangères. Nous essayons aussi de préconiser et de favoriser les stages au sein des musées. Et enfin, nous organisons des séminaires internationaux. Nous en organisons avec l'École française d'Athènes en Grèce, nous en organisons à Naples, nous en organisons au Canada, enfin, avec différentes structures. Ces mobilités-là sont plutôt liées au niveau master qu'au niveau licence. Au niveau master, nous avons aussi 3 formations sélectives qui sont des formations difficiles, mais dont nous sommes très fiers. Un double master avec Sciences Po Paris, un double master avec l'ESSEC, qui est une grande école de commerce, que peut-être vous connaissez, une des plus grandes, et un master bilingue avec l'université de Heidelberg, parce que nous croyons à l'importance du dialogue européen et en particulier franco-allemand. Et donc, nous favorisons, pour ceux de nos élèves qui ont étudié l'allemand, et ils ne sont pas toujours aussi nombreux que nous le souhaiterions, nous favorisons cette double formation avec cette prestigieuse université allemande. J'ai évoqué tout à l'heure une classe préparatoire au concours de conservateur et une classe préparatoire au concours de restaurateur, qui est opérée en partenariat avec l'Université de Nanterre et avec le musée Rodin, qui a un site à Meudon qui permet, c'est tout à fait exceptionnel dans notre cursus, à nos élèves d'avoir une pratique artistique. Puisque, vous le savez, il y a une épreuve de copie, vous ne le savez pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est normal que pour devenir restaurateur, il y ait des épreuves pratiques. Et donc, nous pouvons y préparer grâce à ce partenariat. Je passe très vite sur la formation prédoctorale, sur le 3e cycle, et je termine en évoquant devant vous une nouveauté depuis quelques années. Nous avons été frappés par les difficultés que rencontraient nos élèves. Vous savez, nous avons ici à l'École du Louvre 70% d'élèves issus de régions, hors Île-de-France, et 30% de boursiers sur critères sociaux. Ça chasse quelques clichés qui demeurent peut-être dans l'esprit
des moins jeunes d'entre nous. L'école du Louvre a longtemps été une école qui avait la réputation d'être un peu parisienne et un peu privilégiée. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et nous sommes très fiers d'être ouverts, grâce à nos démarches d'égalité des chances, à toutes les régions, y compris ultramarines, et donc à toutes les origines sociales. Mais l'école, il n'en reste pas moins qu'elle est au cœur de Paris et que vivre à Paris, c'est cher, particulièrement se loger, et que ça peut être un obstacle à la réussite des élèves issus de milieux modestes et dont les familles sont loin. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, nous avons créé une maison des élèves qui se trouve dans le quartier de l'Odéon, c'est-à-dire à un quart d'heure à pied d'ici, et qui peut recevoir 50 élèves de première année. Si je peux avoir, merci beaucoup. 50 élèves de première année, euh, dont vous avez ici un petit portrait de la première promotion. Je reconnais quelques visages de cette première promotion. C'est un lieu qui est une sorte de foyer d'étudiants qui accueille filles et garçons avec comme critère, si vous voulez, de sélection, eh bien, les plus jeunes, les familles les plus éloignées et celles qui ont les revenus les moins conséquents. Et ces jeunes sont accompagnés. Il y a deux bibliothèques sur place, des chambres seules ou à deux, et un accompagnement qui permet de vivre bien ce démarrage de la vie dans la capitale. Et après quoi, pour la deuxième année, nous les aidons à trouver une autre solution de logement parce qu'ils sont aguerris, ils font très vite des progrès et ce n'est pas du tout les mêmes quand ils arrivent parfois à 17 ans au début de l'année universitaire et quand ils terminent leur première année universitaire, où là, ils se sentent appelés à plus de liberté parce que c'est vrai que dans la maison des élèves, nous les encadrons. Il y a des règles. Il y a des règles de vie qui sont en fait structurantes et qui permettent, parce que vous voyez, il n'y a pas de miracle, là aussi, les statistiques le montrent, plus de réussite. Parce que tout simplement, c'est des jeunes qui sont dans des bonnes conditions, qui n'habitent pas trop loin, qui n'ont pas des trop grands trajets et qui sont bien encadrés. Voilà. Donc, au moment de la réussite du concours, dont va vous parler dans quelques instants la directrice des études, quand nous publions la liste des lauréats, nous invitons les élèves à candidater, s'ils le souhaitent, à vivre dans cette maison des élèves. Je crois que je vous ai rapidement brossé le tableau et je vous remercie de votre attention. Et dans un quart d'heure, Madame Chatin, qui est la directrice des études, va vous présenter cette fois-ci le concours d'entrée, donc qui est l'unique porte d'accès en première année d'études supérieures à l'École du Louvre. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne après-midi. Bonjour à tous. Il est l'heure, on va donc commencer. Bienvenue à l'École du Louvre. Je suis ravie de vous voir encore aussi nombreux dans cet amphithéâtre pour obtenir des éléments d'information et des précisions sur l'École du Louvre et plus spécifiquement pour ce qui nous concerne à présent son concours d'entrée. Je vais commencer par me présenter. Je suis Anaïs Chatin, la directrice des études de l'École du Louvre. Et pour vous donner quelques éléments de ma biographie personnelle, je suis à la fois historienne de l'art, spécialiste d'art médiéval et conservatrice en chef du patrimoine. Je vous l'indique parce que je suis un bon exemple de la nature des enseignants qui interviennent à l'École du Louvre et qui seront, je l'espère pour vous demain, vos professeurs, c'est-à-dire des collègues qui sont là à la fois pour vous partager des compétences académiques, scientifiques, dans leur champ de spécialité en histoire de l'art, en archéologie ou en muséologie, mais aussi très souvent des professionnels du patrimoine, des praticiens, des collègues qui tirent leur expérience de l'exercice de leur profession au sein des musées, dans les monuments historiques, en archéologie, au plus près des collections. Donc, je suis un prototype de l'enseignement type de l'École du Louvre. Je vais vous parler maintenant du concours d'entrée en premier cycle. Pour que les choses soient claires et vous permettent de vous y retrouver le plus aisément possible, je vais vous proposer un exposé en 3 parties.
On reste dans l'exercice académique de la composition et on en reparlera dans quelques instants. Dans un premier temps, je voudrais vous parler de la philosophie générale de ce concours, la manière dont il est conçu, pensé par le jury de concours. Et il me semble important de vous donner ces éléments parce que c'est des éléments qui permettront à l'ensemble des candidats de comprendre les attentes de ce concours et de s'y préparer efficacement. Dans un deuxième temps, je vais revenir avec vous sur le calendrier du concours et la manière dont les choses s'articulent avec la plateforme Parcoursup pour vous permettre de bien comprendre les étapes de ce processus de sélection. Et puis, dans une dernière partie, je reviendrai avec vous sur le concours en lui-même, les différents exercices qui composent ce concours, pour là aussi vous donner quelques conseils de préparation et bien vous expliquer ce qui est attendu de ces différents exercices et le sens qui leur a été donné. Alors, en préambule, et pour commencer, je porte à votre attention deux éléments extrêmement importants. L'École du Louvre fait partie du dispositif national Parcoursup. Donc, Parcoursup, c'est l'outil, la plateforme qui est le chemin d'accès incontournable à l'École du Louvre. C'est dans cette plateforme que vous allez remplir votre dossier, faire acte de candidature pour l'École du Louvre, renseigner l'ensemble des éléments administratifs et l'ensemble des éléments de motivation qui vont vous permettre d'appuyer votre candidature. Et c'est via Parcoursup aussi qu'à l'issue du processus, vous recevrez vos résultats et que vous saurez si vous avez oui ou non réussi le concours d'entrée de l'École du Louvre. Et puis, deuxième élément d'information important, si vous voulez entrer en première année à l'École du Louvre, le concours est l'unique mode d'accès. C'est la condition, c'est la forme obligatoire de la sélection au sein de cet établissement. Alors, pour commencer, donc, je reviens sur ma première partie. Je voudrais aborder avec vous les objectifs de ce concours d'entrée. Pourquoi il est mis en œuvre, comment il est constitué, pensé et à quoi il sert très concrètement. D'un point de vue très pragmatique, on a d'emblée la nécessité d'opérer une sélection. Vous êtes chaque année environ 1300, 1400 candidats à espérer rentrer à l'École du Louvre et on a 300 places à offrir en première année de licence. Donc le concours va nous permettre de sélectionner les candidats qui ont les meilleures aptitudes et les meilleures chances de réussir leurs études au sein de l'établissement. Mais au-delà de cet impératif purement mathématique, le concours a été pensé pour nous permettre aussi d'informer nos candidats de la nature des enseignements de l'École du Louvre et de commencer à les familiariser avec la pédagogie spécifique de cet établissement. Vous étiez probablement présent dans cet amphithéâtre il y a quelques minutes avec Claire Barbillon, la directrice de cet établissement, qui vous a parlé de la manière très spécifique dont on organise nos cursus à l'École du Louvre, la place qui tient l'histoire générale de l'art, c'est-à-dire ce programme très complet d'enseignement en histoire et en archéologie qui commence à la préhistoire, qui se prolonge jusqu'à l'époque contemporaine et qui aborde l'ensemble des civilisations, l'ensemble des géographies. Elle a dû insister également beaucoup sur la place qui était accordée à l'objet dans nos enseignements et la place qui serait accordée à ce contact direct avec les œuvres. Eh bien, préparer le concours de l'École du Louvre, c'est déjà commencer à appréhender ces composantes de nos programmes et à vous mettre en route pour intégrer de manière plus aisée la première année de licence dans cet établissement. Deuxième impératif pour nous, il faut qu'on puisse sélectionner nos élèves sur des critères pertinents. Qu'est-ce que c'est des critères pertinents? C'est vérifier chez les candidats des aptitudes et des compétences qui vont être pour eux ensuite un gage de réussite dans leurs études à l'École du Louvre. Une fois qu'on intègre les élèves dans notre cursus, notre objectif prioritaire, c'est que ces élèves réussissent, qu'ils s'épanouissent dans leurs études et qu'ils aillent au bout de leur licence. Et donc, sélectionner des élèves qui ont de bonnes aptitudes d'observation, un véritable goût pour l'histoire de l'art, une bonne culture générale, c'est leur garantir de suivre ensuite leurs études dans les meilleures conditions ici. Et puis, dernier point important pour nous,
L'école du Louvre est attachée à la présence de l'histoire de l'art dans les enseignements du secondaire et donc on donne un petit bonus et un petit coup de pouce aux étudiants qui auraient suivi l'option ou la spécialité histoire des arts au lycée. C'est absolument pas un prérequis et quelque chose d'indispensable pour réussir le concours, mais c'est important pour nous aussi d'envoyer un signe pour que ces options et ces spécialités continuent à vivre et être prospères dans un certain nombre d'établissements. Je vais revenir rapidement sur ces différentes dimensions de la philosophie du concours. Donc, vous informer de la spécificité de la pédagogie de l'établissement, c'est vous permettre de comprendre dans vos révisions, dans votre préparation du concours, que ce qui vous attend ensuite, c'est un programme d'histoire de l'art et d'archéologie qui va être très vaste, très complet, qui va embrasser l'ensemble des civilisations, mais aussi vous permettre de commencer à réfléchir à cette relation directe, quotidienne, intime avec les œuvres, qui passe par une compréhension de leur matérialité, une attention à l'ensemble de leurs composantes, une attention aux détails, une attention à toutes les facettes de ces œuvres. Et donc, vous verrez, on y reviendra dans le courant de cette présentation, on attend de vous cette capacité à la fois avoir une vue très générale et très complète de l'histoire de l'art et en même temps un vrai attachement à chacune des œuvres que vous allez aborder. Ce qui est important également à l'école du Louvre, c'est de travailler sa mémoire et sa capacité de réflexion. On va attendre un certain nombre d'éléments de connaissances précis, notamment une capacité à identifier visuellement un certain nombre de choses. Mais ce qui est extrêmement important aussi, c'est que ces éléments de connaissance vous permettent ensuite de déployer un raisonnement, déployer une pensée autonome, remettre les choses en contexte. Donc on cherchera aussi, à travers les exercices qui vous sont proposés, à tester votre capacité d'organisation, d'une argumentation, d'un propos, d'une pensée. Et puis il faut être autonome dans son travail, être capable de faire des recherches de manière autonome, être capable de faire des lectures de manière autonome à l'école du Louvre, puisque notre corps enseignant est composé pour une très large partie de professionnels du patrimoine, de conservateurs. Et pour bien suivre leurs enseignements, bien suivre les cours, il faut être aussi en capacité de faire un travail de manière autonome. Et pour préparer le concours, vous allez faire ce travail en toute autonomie. Les critères auxquels on va être attentif dans la correction de vos cahiers de concours. Évidemment, toutes les épreuves qui vont vous être proposées, et plus spécialement la composition, vont nous permettre de voir si vous avez un véritable intérêt pour la discipline. On va pouvoir prendre la mesure de votre culture personnelle en histoire de l'art, voir si vous avez une vraie appétence pour les musées et le patrimoine. Et ça, évidemment, c'est un gage d'épanouissement à l'école et un gage de réussite pour la suite. Ce qui est très important, et j'insiste, c'est aussi les compétences qui sont les vôtres en matière d'expression écrite. Beaucoup des exercices dans le cursus à l'école du Louvre sont des exercices écrits, des exercices de dissertation, des exercices de commentaires d'œuvres. C'est important d'être à l'aise avec cette capacité, ces compétences en expression écrite. C'est à la fois important pour réussir vos études à l'école du Louvre, mais c'est aussi important pour faire une carrière ensuite dans le monde des musées et du patrimoine, pouvoir rédiger un certain nombre de documents à l'écrit, des catalogues d'exposition, des notices d'œuvres. Ça fait partie intégrante des dimensions de nos métiers dans le champ du patrimoine, et donc c'est important de cultiver ces compétences dès à présent. On va essayer aussi de vérifier si vous êtes à l'aise, à la fois dans l'espace et dans le temps, puisque le programme est très large historiquement et très complet sur le plan géographique. C'est important de vérifier que c'est déjà un certain nombre de choses qui sont posées pour chacun d'entre vous et qui vont vous permettre d'être à l'aise ensuite. Et puis, on en a déjà parlé, ces capacités d'observation, ces capacités à porter un regard vraiment attentif et complet sur les œuvres sont aussi un critère de réussite et en tout cas un critère auquel on sera attentif dans la correction des cahiers de concours. Et on en a déjà parlé, la capacité de travail, l'autonomie, évidemment, sont d'autres critères dont on mesure la plus grande ou la moins bonne maîtrise à l'occasion du concours. Concernant la place de l'histoire des arts dans les programmes du secondaire,
Si vous suivez au lycée l'option ou la spécialité en histoire des arts, vous êtes directement sélectionné pour l'épreuve écrite du concours, donc le concours à proprement parler, et vous échappez à la phase de présélection dont je vais vous reparler dans un instant. Alors, venons-en justement aux deux étapes qui structurent le calendrier de ce processus de sélection. C'est un concours d'entrée unique, un mode d'accès à l'école, et deux étapes. La première étape, c'est la manière dont vous allez renseigner votre candidature dans Parcoursup. Et la deuxième étape, c'est l'épreuve du concours qui est organisée chaque année fin avril, en l'occurrence cette année le 26 avril, à la Maison des examens à Arcueil, en présentiel, et qui consiste en une épreuve écrite qui va durer 3 heures et qui comporte en elle-même 3 exercices. 3 parties à mon exposé aujourd'hui, 3 heures de concours, 3 exercices, 3. L'étape de présélection, c'est la manière dont vous allez renseigner votre dossier dans Parcoursup, votre acte de candidature dans Parcoursup pour l'école du Louvre. On regarde à la fois vos résultats académiques, plus spécifiquement dans les matières qui sont les plus proches des enseignements de l'école, mais on ne regarde pas que les résultats académiques. Et on regarde avec beaucoup d'attention aussi le projet de formation motivé et la fiche à venir. Cette étape de présélection dans Parcoursup, elle a été créée pour nous permettre de maîtriser le nombre des candidats qui vont être accueillis physiquement à la maison des examens pour le concours. On peut convoquer pour l'épreuve écrite, pour le concours, 1600 candidats. Si dans Parcoursup, on n'atteint pas cette jauge de 1600 candidats, si vous êtes 1300, 1400, 500 ou 1550 à postuler cette année pour le concours, vous serez tous convoqués pour le concours écrit à la maison des examens. Ces dernières années, l'étape de présélection n'a jamais été nécessaire. Nous avons pu, sur les 3 dernières années, convoquer l'ensemble des candidats pour le concours. Cette étape de présélection, elle ne s'enclenche que si on dépasse les 1600 candidats, auquel cas on ne sera pas capable de tous vous convoquer pour le concours, et on fera une présélection pour revenir dans cette épure de 1600 candidats potentiellement accueillis à la maison des examens. Donc, c'est important de faire vos démarches dans Parcoursup. De toute façon, c'est obligatoire pour accéder au concours. Important de bien renseigner votre dossier et notamment les éléments de motivation, mais surveillez attentivement vos boîtes mail quelques 10 jours avant la date du concours. Dont il y a une très forte chance que vous soyez tous convoqués pour la deuxième étape, l'étape du concours. Est-ce que pour cette étape de présélection et le concours, c'est clair pour chacun d'entre vous? Donc maintenant, on aborde le concours en lui-même. Ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer les 3 exercices, la manière dont ils sont organisés, ce qu'on attend de vous, la philosophie, les compétences qu'on cherche à vérifier pour chacun de ces exercices, et je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez voir très concrètement à quoi ça ressemble. Donc, le premier exercice, celui qui commence l'épreuve et qui constitue les premières pages du cahier de concours, c'est une série de 10 questions. Ces 10 questions, qui sont des petites questions courtes, vont nous permettre de vérifier que vous êtes suffisamment à l'aise dans l'espace et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va vérifier quelle est la culture générale des candidats qui souhaitent rentrer à l'école du Louvre, si vous avez de bons repères historiques, une certaine culture historique, si vous maîtrisez un certain nombre de grandes notions. On n'attend pas des compétences extrêmement pointues, ça correspond à un bon niveau de culture générale de l'enseignement secondaire, et si on fait un travail de révision un peu actif de ces cours en histoire et en géographie, un petit peu aussi en français, on est prêt pour passer le cap de ces questions sans difficulté. Pourquoi c'est important pour nous que vous soyez à l'aise avec des grands éléments de chronologie historique? Parce que vous l'avez compris, pendant le premier cycle à l'école du Louvre, vous allez parcourir le temps
de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, passer beaucoup de temps à étudier les époques antiques, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque moderne, et on veut s'assurer, on veut vérifier que vous êtes à peu près à l'aise avec un certain nombre de grands points de repère. Et puis, pourquoi cette compétence à se situer dans l'espace? Eh bien, parce que vous allez aborder des civilisations sur l'ensemble du globe et que c'est important que vous ayez là aussi une capacité à bien vous situer. Et puis, au-delà de pure connaissance géographique, on va aborder la sculpture, on va aborder l'architecture avec vous. Il va falloir que vous soyez à l'aise avec l'appréhension de l'espace, de la troisième dimension, enfin des trois dimensions, pour être à l'aise avec les contenus d'enseignement qui sont ceux de l'école. Donc, je vous montre très concrètement à quoi ressemblent ces questions et je vous laisse 3 secondes pour vous entraîner, réfléchir, vous demander si ces questions sont faciles, trop difficiles, si vous auriez su dès aujourd'hui répondre à ce type de petites questions. Donc là, vous avez un petit florilège des questions du concours 2023. Si vous voulez continuer à vous exercer dans l'aile du bâtiment de Flore, qui est l'autre site de l'école du Louvre, dans l'autre aile du palais, vous avez les cahiers de concours des 3 derniers concours et vous pourrez regarder de manière plus attentive les questions qui tombent généralement pendant cet exercice. Donc, vous voyez que pour la première question, il s'agissait d'associer un peintre à un musicien et donc de savoir déjà si vous savez à peu près dans quel siècle placer ces différents artistes et musiciens pour les lier les uns et l'autre. Et il y en a certains qui sont très évidents. Je pense que vous aviez tous fait le lien entre Andy Warhol et David Bowie, mais il y en a peut-être d'autres qui vous parlent un petit peu moins à ce stade. Une question sur les mythes grecs, c'est important, peut-être Claire Barbillon vous l'a dit, pour notamment l'époque antique, mais ensuite pour l'ensemble de l'histoire de l'art, d'avoir un certain nombre de connaissances très générales sur la mythologie grecque. Et puis une question assez traditionnelle sur les chiffres romains et les chiffres arabes. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà une idée de la date qui est inscrite ici en chiffres romains? Je vous donne la réponse. 1789, bravo. Ici, quelques exemples de questions qui portent plutôt sur votre compétence à vous situer et à vous repérer dans l'espace. Et les 2 questions sont très différentes. Donc, c'est à dessein que je les ai choisies pour vous. Vous avez une question assez classique, assez attendue de géographie. On vous demande là de replacer 4 pays de l'Union européenne sur une carte. Donc là, c'est sur des compétences vraiment de géographie très, voilà, que vous appréhendez, je pense, de manière très aisée. Et puis, la deuxième question vous permet peut-être de mieux comprendre ce dont il s'agit quand on parle de compétences à se situer dans l'espace. En architecture, un certain nombre d'éléments de connaissance sont portés dans des plans, des représentations spatiales ou graphiques des édifices. Et ici, vous avez un plan de la place Saint-Marc à Venise et une représentation figurée de cette place Saint-Marc. Ça peut être une photographie. Ici, on avait choisi de porter à la connaissance des candidats une huile sur toile, une peinture. Et on teste la capacité du candidat à faire le lien entre une représentation graphique et la réalité et à faire cet effort de conversion mentale entre un plan et la réalité d'un espace. Donc ça, c'est vraiment des compétences qui sont essentielles pour aborder l'architecture, qui sont essentielles aussi pour aborder de grands décors peints ou de grandes compositions de peinture. Et donc, évidemment, on va vérifier à travers cette petite question très rapide comment vous vous débrouillez avec ces éléments. Alors, c'est des petites questions courtes. On conseille aux candidats, mais c'est vraiment une indication qu'on vous donne juste pour vous servir de point de repère. On conseille d'y passer environ 20 minutes. Ces questions sont notées sur 20 points. Il ne faut pas y passer trop de temps parce que le reste des exercices nécessitent peut-être un tout petit peu plus de temps et notamment de temps de réflexion.
La deuxième étape du concours, c'est une épreuve de description d'œuvres d'art. Quand on rentre à l'école du Louvre, il y a un exercice roi qu'on fait à peu près tout le temps, qui est l'exercice du commentaire d'œuvre. Comment je commente une œuvre, comment je suis capable à la fois de la décrire, mais aussi de la resituer dans un courant artistique, la lier à un artiste, la mettre en relation avec d'autres œuvres qui font écho à ce qu'elle est. On n'attend pas un commentaire de ce niveau-là, bien sûr, pour le concours d'entrée de l'école du Louvre. On vous apprendra à faire des commentaires très complets ensuite. Mais pour commencer à vous préparer à ce type d'exercice, là, on vous demande de vous soumettre à une description d'une œuvre d'art. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, dans le cahier de concours, vous avez une œuvre, chaque année différente, qui vous est proposée sous la forme d'une œuvre reprographiée en couleur, et on vous demande de la décrire. Qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend un texte structuré, rédigé dans un bon français, qui va vous permettre de nous restituer ce que vous avez sous les yeux et de nous démontrer que vous êtes capable de regarder attentivement cette œuvre, d'être attentif à un certain nombre de détails et de commencer à organiser une description de manière structurée et organisée. Ce qui veut dire, très concrètement, qu'on attend des petits paragraphes qui vont vous permettre d'organiser, de thématiser votre description et qu'on attend que vous soyez précis dans les éléments que vous allez mettre en avant dans cette description. Pour vous donner une idée de ce qu'on attend, c'est si je n'ai pas l'œuvre sous les yeux et que je lis votre texte, je dois être capable de me représenter l'œuvre. Donc votre texte, votre description doit être organisé de cette manière-là. Vous avez chaque année dans le cahier de concours l'ensemble des indications qui sont relatives à cette œuvre. Donc on vous donne l'artiste, on vous donne le titre, on vous donne la date. Pourquoi? Parce qu'on n'attend aucun élément sur ces éléments de connaissance qui sont plutôt des éléments de connaissance en histoire de l'art. On n'attend aucun développement sur l'artiste, on n'attend aucune mise en contexte de cette œuvre dans l'histoire de l'art. C'est ce qu'on vous apprendra à faire à l'école du Louvre. Ce qu'on attend là, c'est vraiment l'étape de description, qui est le préalable à une analyse plus approfondie des œuvres qui feront l'objet de vos enseignements à l'école du Louvre. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on attendait dans la description? C'était un tableau de Matisse qui avait été proposé au concours en 2023. On attendait déjà des éléments sur ce que représente cette œuvre, c'est-à-dire une pièce, un intérieur. Dans cet intérieur, j'ai une table. Sur cette table, j'ai un certain nombre d'objets, des aubergines qui donnent leur nom, au titre à cette œuvre, deux poires dans une assiette, une statuette, une cheminée, un miroir, un paravent, une fenêtre ouverte sur un paysage. Ici, on décrit simplement ce qui est représenté. La description pouvait aussi s'attarder à des éléments plus précis sur les couleurs utilisées par l'artiste et l'importance des motifs qui structurent et qui permettent de rythmer la composition dans cette peinture. Donc on attendait des développements sur l'usage d'un certain nombre de teintes, sur l'application ou l'usage d'un certain nombre de motifs de fleurs, motifs d'arabesques, et la manière dont l'artiste en couvrait de manière très abondante l'ensemble de la représentation. On pouvait aussi donner des détails sur les différentes teintes de couleurs et s'attacher à caractériser un vert tendre, des verts plus soutenus, des verts sapins, ou des lilas, ou des bruns, des ocres. Donc voilà les éléments de description qui vous permettent déjà d'être très précis dans la manière dont vous avez abordé cette œuvre, sans rentrer dans l'analyse stylistique ou formelle. Et puis enfin, ce qui était attendu par rapport à cette œuvre, c'était d'avoir déjà pu observer et constater que cette œuvre n'obéit pas aux lois de la perspective, d'une représentation mimétique de la réalité, que l'artiste joue dans cette représentation de ces lois de la perspective. Et on pourrait, par exemple, noter dans sa description que le miroir ne reflète pas de manière réaliste la pièce, ou
que le carton à dessin qui est posé sur le miroir a une position trouble et ambiguë par rapport au miroir parce qu'il semble basculer à l'intérieur du miroir. Donc là, on est encore dans l'étape d'une description précise et minutieuse, mais on n'est pas encore dans l'analyse de l'œuvre qu'on apprendra à faire plus tard quand on intègre l'école du Louvre. Voilà ce qui est attendu de vous. L'œuvre qui est proposée au concours chaque année est différente. L'année dernière, c'était une mosaïque du IVe siècle qui représentait un transport d'animaux exotiques à l'Antiquité. Et puis l'année précédente, en 2022, c'est une nature morte du XVIIe siècle qui représentait une table chargée d'un banquet qui avait été proposé aux candidats. Donc, sur le site internet de l'école, vous avez toutes les œuvres qui ont déjà été proposées au concours avec un certain nombre d'éléments de correction qui peuvent vous servir d'entraînement à cet exercice. Il s'agit juste d'exercer votre capacité d'observation et de vous préparer à restituer à l'écrit de manière structurée et organisée ce que vous avez sous les yeux. Dernière épreuve de ce concours, une composition écrite d'histoire de l'art. C'est l'exercice qui est le plus exigeant intellectuellement, celui pour lequel on vous conseille de conserver le plus de temps, d'y passer au moins 2 heures, et c'est l'exercice qui a le coefficient le plus fort. Il est noté sur 40 points, donc c'est important de garder du temps pendant le concours pour réaliser cette composition et avoir le temps d'aller au bout de votre réflexion. Cette composition écrite, elle va faire appel à votre culture scolaire et personnelle. Toutes les acquisitions du lycée en termes de compétences en histoire, en culture générale, en littérature. Toutes les compétences que vous avez pu cultiver à titre personnel en vous intéressant à l'histoire de l'art, en fréquentant les musées, ce sont autant d'éléments de connaissances que vous allez pouvoir convoquer pour répondre à la question qui vous est posée chaque année. En 2023, on avait proposé une citation du peintre Pierre Soulages qui portait sur la lumière. L'année dernière, la question qui était posée était la suivante. Le corps humain est-il le sujet principal de l'art? Et en 2022, la question qui avait été soumise à la réflexion des candidats était celle-ci. L'art permet-il d'habiter le monde? Donc, à chaque fois, des questions très larges, très vastes, justement pour vous permettre de faire appel à vos éléments de culture personnelle. Et ce qu'on attend aussi pour que vous puissiez répondre de manière pertinente à la question qui vous est posée, c'est d'avoir travaillé une liste d'œuvres qu'on vous propose chaque année pour vous servir de point d'appui dans le cadre de la préparation de cette épreuve. La liste d'œuvres qui vous est donnée, qui est disponible via le site internet de l'École du Louvre, vous permet de vous familiariser avec une trentaine d'œuvres environ. Et dans ces 30 œuvres, vous avez matière à trouver des exemples pour répondre au sujet de composition qui vous est donné. On n'attend pas que vous utilisiez les 30 œuvres dans votre composition. Il n'y a pas non plus une liste d'œuvres précises qui doivent absolument figurer dans la composition. Mais en fonction du plan que vous allez déployer, en fonction de la réflexion que vous allez mener pour répondre à cette question, vous allez pouvoir utiliser à minima 5 œuvres de cette liste pour appuyer et soutenir votre argumentaire. Il s'agit d'une composition écrite d'histoire de l'art, ce qui veut dire que dans votre développement, dans votre texte, les exemples qui vont venir soutenir votre argumentation sont des exemples à choisir dans le champ des arts et plus particulièrement dans le champ de l'histoire de l'art. La liste est là pour vous aider, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres œuvres que vous aurez eu l'occasion de croiser dans vos lectures, dans vos visites ou dans vos enseignements et qui sembleraient pertinentes de votre point de vue pour répondre à la question posée. Autre élément très important, on attend que vous répondiez à cette question en respectant le formalisme d'un exercice écrit de composition. Donc, votre propos doit être clair, organisé, structuré. Très concrètement, on attend une introduction, différentes parties qui vont permettre de répondre à une problématique et des exemples développés, nourris, expliqués à aller chercher dans la liste d'œuvres au programme ou dans votre culture personnelle.
Les œuvres qui vous sont proposées comme outil de révision chaque année sont des œuvres qui sont l'exact reflet des enseignements d'histoire générale de l'art à l'École du Louvre. Donc chaque année, on choisit une trentaine d'œuvres qui sont des œuvres qui correspondent de manière assez homothétique à ce qu'on vous propose de venir apprendre et découvrir à l'École du Louvre. Donc vous voyez qu'on est attentif tous les ans à couvrir tout le champ de la chronologie des enseignements de l'école. On a toujours des œuvres qui sont des œuvres qui font écho à la préhistoire ou à l'Antiquité. On remonte le temps jusqu'aux époques les plus contemporaines et on a toujours des œuvres très récentes, voire des œuvres d'art contemporain qui ont à peine quelques années. Vous voyez qu'on est attentif à représenter toutes les collections auxquelles vous pouvez être confrontés en visitant des musées. Donc chaque année, on va être attentif à vous proposer de l'architecture, des éléments de décor, de la sculpture, de la peinture, des objets d'art, du mobilier, pourquoi pas, de la photographie, du bronze, de la pierre, du textile. Donc, c'est important que quand vous travaillez cette liste d'œuvres, vous commenciez déjà à vous familiariser avec la suite de vos enseignements à l'école. On a parfois de la mode aussi, puisque la mode est une spécialité enseignée à l'École du Louvre. Et puis, dernier élément, cette œuvre, elle est aussi le reflet du cursus en histoire générale de l'art, puisqu'elle aborde toutes les civilisations. Donc, évidemment, on a de l'art occidental, mais tous les ans, on a des œuvres qui font écho à l'art indien, aux arts africains, à des artistes contemporains, par exemple, asiatiques ici. Et donc, à travers l'étude de cette liste, vous commencez aussi à vous familiariser avec des civilisations qui peut-être vous sont moins familières, mais que vous aurez à découvrir et à appréhender à l'École du Louvre. Donc, on attend que vous maîtrisiez bien les œuvres, puisqu'on attend que vous vous appuyiez sur elles pour développer votre propos et répondre à l'exercice de composition. Pour vous faciliter la vie, le quatrième critère de sélection de ces œuvres pour nous, c'est le fait qu'elles soient facilement accessibles pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire que ces œuvres, si vous tapez leur nom dans un moteur de recherche, vous allez aisément tomber sur de la documentation de bonne qualité pour commencer à vous familiariser avec elle. C'est-à-dire que vous allez avoir des notices rédigées par des musées, vous allez avoir des dossiers pédagogiques, vous allez avoir des ressources documentaires très facilement accessibles en ligne pour permettre à chacun d'entre vous d'appréhender ces œuvres sans difficulté et sans avoir besoin d'avoir accès à des ressources qui seraient de l'ordre d'un centre de documentation parisien, par exemple. Donc, elles sont faciles d'accès, elles sont bien connues, il s'agit d'œuvres en général importantes et bien documentées, et vous pouvez assez aisément les aborder via un outil de recherche en ligne. Si vous voulez les remettre dans un contexte plus large, on conseille la lecture de quelques grands manuels généralistes, à commencer par le manuel de Nadège Ladjidja, qui s'appelle L'Histoire de l'art pour tous. On met la référence de cet ouvrage en en-tête de la liste d'œuvres. Si vous devez faire une lecture, vous ne faites que celle-là. Et une fois encore, on n'attend pas que vous maîtrisiez ce manuel pour réussir le concours. Il peut juste vous servir de point d'appui et de ressources pour mieux appréhender la liste d'œuvres. Je vous présente la liste d'œuvres qui est votre programme de cette année. Vous voyez qu'il répond exactement aux mêmes principes que ceux que j'ai évoqués avec vous jusqu'à présent. Donc, on a à la fois des œuvres très éloignées de nous dans le temps, comme le Code d'Hammurabi, qui est une œuvre mésopotamienne. Vous voyez qu'on a un petit peu d'Égypte. On a le buste de Néfertiti, qui est l'équivalent de la Joconde pour le musée de Berlin. Et puis, on croise toutes les époques, tous les champs de collection. Vous avez cette année dans votre programme une œuvre de Velázquez, une sculpture africaine, un poussin, un chardin,
La mort de Marat de Jacques-Louis David. Donc, vous avez de quoi commencer à vous cultiver et de quoi commencer à vous familiariser un Warhol, de l'art contemporain. Enfin, vous en avez vraiment pour voilà, commencer à bien appréhender ce qui vous attend à l'école du Louvre. Donc, j'espère, puisque ça sera la première étape de votre travail, que le travail de cette liste va être pour vous une source d'enrichissement et de grand plaisir. Si vous avez plaisir à rentrer dans la connaissance de chacune de ces œuvres, c'est que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez choisi la bonne orientation. Donc, je conclurai mon exposé sur ces mots. Préparez bien la liste et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à la travailler. On vous attend nombreux pour le concours fin avril et vous avez encore plein de collègues disponibles dans le bâtiment de l'aile de Flore pour répondre à toutes vos questions et finir votre journée de manière agréable. Au revoir.